Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi, honoré d'être des vôtres. Aujourd'hui, les défis des SPE à l'heure de l'accélération de la transformation numérique, donc les services publics de l'emploi face à un énorme défi, challenge, en cette période et en cette année assez atypique. Prenez les changements par la main avant qu'ils ne vous prennent par la gorge. Aujourd'hui, c'est un défi, mais comment opérer? On va essayer d'établir aujourd'hui une sorte d'état des lieux, parler de l'environnement, des contraintes également, des besoins et orientations stratégiques à travers aussi des échéanciers, des calendriers. On va essayer de faire un benchmarking, des analogies avec certaines expériences enrichissantes et fructueuses, et on va essayer d'en tirer le meilleur. Un témoignage de la part de l'ANETI, l'Agence nationale pour l'emploi et le travail indépendant, qui organise d'ailleurs en coopération avec l'Association mondiale des services d'emploi public ce rendez-vous. J'espère que la séance sera enrichissante, sera exaltante. On reste bien évidemment à votre disposition pour apporter un complément d'information à travers les questions que vous poserez tout au long de ce rendez-vous. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Madame Ferihan Korbi Boussoffa, la directrice générale de l'ANETI. Bonjour Madame. Bonjour Mehdi. Bonjour à tous. Madame la ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Intégration professionnelle, Monsieur le Président de l'Association mondiale des services d'emploi public, Monsieur le Vice-président de l'Association mondiale des services de l'emploi public, responsable de la région du Moyen-Orient et des pays arabes, Mesdames et Messieurs, les directeurs généraux et représentants des services de l'emploi public, chers partenaires, je vous souhaite à tous la bienvenue et je tiens à vous remercier pour votre présence à cet événement que notre agence organise en collaboration avec l'Association mondiale des services d'emploi public. Distingués invités, si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est pour une raison évidente. En fait, nous voudrions parler de l'emploi, nous voudrions parler de demain. Il serait bien entendu convergent et cohérent dans l'esprit de notre rencontre que nous adhérons aux diverses solutions innovantes pour promouvoir l'emploi. En organisant cet espace d'échange et de dialogue, nous croyons fermement et nous en sommes convaincus que vos interventions permettront de témoigner et valoriser vos expériences ainsi que débattre et argumenter différents points de vue. Prenons en considération le rôle important de l'Association mondiale des services d'emploi public pour favoriser et encourager les échanges entre les pays membres de cette association. Cette conférence se tient aujourd'hui sous le thème « Les défis des services publics d'emploi à l'heure de l'accélération de la transformation digitale ». Face aux évolutions rapides du tissu socio-économique, le changement du marché de l'emploi et la transformation des besoins de notre population cible, notre agence, l'ANETI, s'est engagée à multiplier les réformes, les programmes, les mécanismes, les initiatives et surtout les outils, avec pour objectif essentiel d'identifier les moyens innovants permettant de répondre à ces exigences et de desserrer la pression accrue exercée sur le marché de l'emploi en Tunisie. Dans un monde de plus en plus connecté, l'intégration des développements techniques et technologiques dans les processus de fonctionnement des services publics d'emploi est devenue une nécessité et une urgence. Aussi, dans sa volonté d'adaptation aux évolutions technologiques, le numérique s'intègre naturellement aux activités du service public d'emploi. Cette adaptation correspond à l'intérêt des usagers qui s'attendent en tant qu'adeptes des nouvelles technologies à leur mise en œuvre dans les services publics. Le développement du numérique dans les services publics d'emploi répond aux besoins de deux populations cibles, à savoir le demandeur d'emploi et l'employeur. D'autre part, en recourant à cette technologie, les services publics d'emploi transforment son processus de production. L'ANETI est dans le cadre de son développement stratégique et sa vision de 2030 s'est lancée dans un défi pour se faire en fait une nouvelle image et s'offrir désormais une approche axée sur le qualitatif. Elle veut être une agence
performante, une agence modèle, quasiment ouverte à son public, mais aussi hyper connectée. La digitalisation de notre agence aura un impact direct sur l'efficacité du travail en permettant de réduire considérablement les procédures administratives et d'alléger un tant soit peu la bureaucratie, qui sont justement un frein à l'efficacité de nos services. De ce fait, on pourrait mieux se consacrer à notre cœur de métier, à savoir l'accueil, l'orientation, l'accompagnement des demandeurs d'emploi, mais aussi des porteurs de projets. La digitalisation complète de l'ANETI est prévue pour 2022, avec un système de matching intégré qui est d'ailleurs en cours d'élaboration, un lab digital regroupant l'ensemble des initiatives liées aux espaces entreprendre qui sont présents dans les 24 gouvernorats de la République tunisienne et d'un site ANETI international afin de répondre à un besoin qui devient en fait de plus en plus accru, à savoir qu'on a des jeunes qui sont en demande d'être ouverts sur le monde du travail à l'échelle internationale afin de pouvoir contacter des entreprises partenaires pour un travail ou pour un recrutement futur. La digitalisation des services et programmes de l'ANETI accompagne le changement et le développement des besoins des chercheurs d'emploi et des entreprises. L'accès aux prestations devra être plus simple et ça sera à travers notre site web ou encore à travers un smartphone. Accompagné par de nombreux partenaires et des bailleurs de fonds qui se sont d'ores et déjà engagés dans notre transformation digitale, l'ANETI a réalisé un programme qui est allé sur 3 années avec tout un processus intégrant pleinement les technologies digitales. D'ailleurs, je saisis cette occasion pour saluer l'apport de nos partenaires internationaux et nationaux pour leur appui, leur accompagnement et leur soutien pour réussir notre transformation. Distingués invités, permettez-moi de terminer mon intervention en remerciant vivement mes collaborateurs qui se sont investis pleinement pour la réussite de cet événement. Je tiens également et encore une fois à vous remercier pour votre présence. Je serai présente tout au long de cet événement pour répondre à vos questions. Merci encore une fois et bienvenue à cet événement organisé par l'ANETI et l'AMCEP. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Ferihan Kolbi Moustapha, directrice générale de l'ANETI. À travers vous, je remercie également l'intégralité des intervenants, tous ceux qui contribuent de près ou de loin au succès de l'ANETI, bien évidemment. Et aujourd'hui, vous l'avez souligné lors de votre allocution, il s'agit d'un enjeu majeur, gagner en efficacité, gagner en qualité, se concentrer sur le corps de métier grâce à des outils et de leviers qu'on va essayer de décortiquer un peu plus tard. À présent, l'allocution de Madame la ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Intégration professionnelle, j'ai nommé Madame Siem Areti. Monsieur le Président de l'Association mondiale des services d'emploi public, Monsieur le Vice-président de l'Association mondiale des services d'emploi public, responsable de la région du Moyen-Orient et des pays arabes, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux et représentants des services publics d'emploi, chers partenaires, c'est avec un grand honneur et beaucoup de plaisir que je prends la parole à l'occasion de cette rencontre internationale organisée par l'ANETI en coopération avec l'Association mondiale des services d'emploi public et qui se tient dans le cadre de la mise en place opérationnelle de 2 grandes initiatives nationales développées au sein du ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Intégration professionnelle, à savoir la stratégie nationale de l'emploi et la stratégie nationale de l'entrepreneuriat, et qui ont pour ambition de proposer une approche intégrée, multidimensionnelle et transversale, recouvrant l'ensemble des leviers susceptibles de créer des emplois en quantité et en qualité suffisante et regroupant l'ensemble d'acteurs concernés par l'emploi.
L'ANITI vient appuyer ces de grandes initiatives par le lancement d'un processus de modernisation et de développement qui a pour objectif d'améliorer l'employabilité et de répondre aux défis du chômage. Ce processus est basé sur un plan stratégique décennal visant de la rendre une agence modèle et hyper connectée. Mesdames, Messieurs, votre présence démontre toute l'importance que vous accordez au secteur de l'emploi. Qu'il me soit permis à cette occasion d'adresser la bienvenue à tous les participants d'ici et surtout à nos confrères étrangers qui nous font l'amitié et l'honneur de leur présence, démontrant ainsi notre volonté commune de conjuguer nos intelligences autour de questions de première importance au cœur de tous les enjeux de développement dans le monde, notamment l'emploi. En effet, la problématique de l'emploi et de la croissance économique demeure une priorité et un enjeu de taille à l'échelle internationale. C'est dans ce cadre que s'inscrit l'initiative de l'Association mondiale des services d'emploi public que nous voudrions à nouveau saluer afin de soutenir les démarches de développement des services publics d'emploi dans les différents continents et de relever les défis de l'emploi et de la croissance économique. Mesdames, Messieurs, l'objet de cette rencontre est de contribuer aux discussions autour des efforts de modernisation et de numérisation déployés par les services publics d'emploi pour réussir leur transformation digitale. En effet, dans un monde toujours plus connecté, le digital devient la norme, une composante indispensable et attendue de l'offre de services de tous les services publics d'emploi. Nous n'avons plus le choix, nous digitaliser ou disparaître. Le numérique se situe dorénavant au croisement des dimensions économiques, sociales et sociétales de nos vies et de nos territoires. Il concerne tous les secteurs. C'est ce qui en fait un levier particulièrement puissant et partagé. Un levier puissant parce que l'outil numérique permet d'appréhender les enjeux relatifs au développement des services publics d'emploi, aujourd'hui et de demain. Les clients des services publics d'emploi aussi ont changé. Avec du web, des nouvelles formes de consommation, grâce à Internet, ils peuvent comparer, partager, recommander un service et cela change tout en termes de stratégie. Rapidité, instantanéité, impatience sont souvent les termes qui décrivent la nouvelle génération habituée à manier le web et les réseaux sociaux sans jamais se déconnecter. C'est une opportunité que nous devons saisir, un défi que nous devons relever. Il nous incombe d'accompagner ces transformations car nous sommes face à une véritable révolution technologique qui ne doit à aucun moment laisser l'humain de côté. L'expansion des technologies d'information et de communication et de l'interdépendance mondiale des activités ont le potentiel d'accélérer les progrès de l'humanité, de réduire la fracture numérique et de donner naissance à des sociétés de savoir. Les services publics d'emploi devraient s'efforcer de mieux collaborer et trouver les meilleures façons de répondre sans relâche aux attentes des citoyens. Pour faire face à ces défis, il nous a semblé aujourd'hui nécessaire de bien bâtir notre transformation pour asseoir une administration performante au service du citoyen et du développement. Mesdames, Messieurs, l'accélération de la transformation digitale reste tributaire du concours de tous les acteurs publics et privés pour satisfaire un citoyen combien exigeant. Renforcer le cadre juridique, implémenter les principes du numérique, assurer la pérennité d'une bonne gouvernance, développer les capacités des ressources humaines, tels sont les maîtres
mot est la clé de voûte pour réussir cette transformation afin de proposer aux citoyens des informations pratiques et ainsi leur faciliter la vie. Mesdames et messieurs, je demeure convaincue qu'au cours de cette rencontre d'échanges interactifs, nous parviendrons à présenter et discuter des plans digitaux opérationnels pour le bien-être de nos organisations. Moderniser les services publics d'emploi, améliorer la participation à la vie publique, impulser le développement économique par une meilleure mise à disposition et circulation de l'information, développer les technologies de l'information et l'instauration d'une économie numérique sont les vecteurs de succès. C'est sur cette note d'optimisme et d'espoir que je voudrais clore mon propos en vous remerciant pour votre aimable attention et en vous souhaitant plein de succès dans cet événement. Madame la ministre, merci pour cette allocution exhaustive. Vous avez couvert un spectre assez conséquent de problématiques, on va dire, mais également d'obstacles et aussi d'outils et de possibilités, le changement systémique, le changement foncier et la transformation majeure de l'organisation grâce à cet apport digital et pour davantage de flexibilité, pour davantage d'agilité, pour implémenter un système qui soit efficace, efficient et qui réponde davantage aux besoins. Aujourd'hui, le télétravail, la dématérialisation, on l'a vu, ont été accélérés avec un catalyseur majeur, à savoir cette pandémie, mais c'est également un tremplin, c'est également une occasion conséquente. J'ai le plaisir également et l'honneur d'avoir à mes côtés aujourd'hui Thierry Huor, consultant à l'AMCEL et qui a fait un travail formidable en amont et pendant cet événement. Bonjour Thierry. Merci, merci Mehdi. Juste, je prends la parole et après je redonnerai parce que nous attendons avec impatience les présentations de nos invités. C'était juste pour vous dire que nous aurons un temps de questions-réponses à l'issue des 3 présentations. Donc, je vous engage, vous avez sur le côté de votre écran une petite rubrique qui est marquée « Ask a question ». N'hésitez pas à mettre vos questions et moi, je me ferai un plaisir de les transmettre à vos intervenants. Voilà, je vous remercie. Monsieur Ketou, je vous repasse la parole. Merci beaucoup, merci Thierry. C'est un point fondamental, essentiel, puisque la réussite de ce rendez-vous, c'est aussi les interactions, c'est aussi les propositions, c'est les compléments d'information et ce qui est présenté et offert par ceux qui nous suivent attentivement. Et on réitère d'abord nos vœux de bienvenue d'un côté, mais également nos remerciements pour l'intérêt et la confiance. Comme vous l'avez dit, cette seconde partie du rendez-vous est dédiée à un certain nombre de présentations. Ces présentations porteront sur les différents aspects de cette transformation technologique des services publics de l'emploi. Et on démarre avec Madame Zulum Avila, Technical Officer in Labor Market Services Employment Policy Department de l'AILO ou encore l'OIT ou l'Organisation internationale du travail. Madame Avila, à vous. Yes, thank you. Good afternoon, and thank you very much to the organizers, the ANETI agency, and also to the Waves Network for the invitation. I'm very pleased to join from Geneva and contribute to this relevant and important discussion. Well, across all ILO regions, employment is one of the most critical areas. Alors, dans toutes nos régions, l'emploi était vraiment un des domaines critiques des SPE. Et appuyé par les réseaux web et l'agence ANETI, nous avons également fait une étude en 2020 pour en savoir plus sur cette transformation numérique. Et quelques minutes à venir, eh bien, je vais vous en donner les résultats principaux.
Oui, n'oublions pas de passer les planches, effectivement. Alors, pourquoi avons-nous décidé de faire de ce sondage, cette étude? Eh bien, d'abord, les méthodes de recrutement changent, se numérisent partout, mais ce changement, ça n'est pas un changement qui s'est passé du jour au lendemain. Nous avons vu plusieurs tendances se dégager quant à la technologie influence la manière dont l'interaction se fait entre les employeurs et les demandeurs d'emploi. Et déjà, au cours des 10 années passées, il y a effectivement des centres d'appel. Il y a des traitements customisés, appuyés par l'apprentissage en machine. Ça existe déjà. Et notre étude couvre effectivement les principaux aspects de cette transformation technologique et COVID-19 pandemic and crisis in the job market. So I would like to first define what we understand by technology in this survey. Well, technology is basically understood as an enabler to effective delivery of employment services. As shown in the screen, we inquire about a wide spectrum of technologies, from traditional toll-free numbers, SMS, and mobile applications to online and social networks and analytical technologies. While this can be seen as moving from simple to sophisticated technology, we found out that the technological transformation of PES is neither a linear process nor pas un processus linéaire ou un processus qui se produit de la même manière dans différents contextes et dans différents pays. Nous ne 20 public employment services in 69 countries across all ILO regions. And they say that all of them pays et ils disent qu'ils assurent effectivement des services de base en ligne, des services en ligne tels que des informations, enregistrements, donc des demandeurs d'emploi et employeurs, etc. Même dans les pays peu avancés, la connectivité moderne existe déjà et c'est déjà un portail à la toile et à la recherche et au service de recherche d'emploi. Alors, un tiers des personnes interrogées offrent déjà l'intelligence artificielle, enfin des solutions à base d'intelligence artificielle aux employeurs et aux chercheurs, aux demandeurs d'emploi, et 27% des personnes interrogées ont des services basés sur la technologie, alors que 52% des cas se servent de la technologie numérique simplement pour en fait faire des prestations sélectives. Donc il y a une tendance claire vers la numérisation, vers la digitalisation, mais nous nous sommes également rendus compte qu'une approche mixte prédomine. Les services en face à face sont maintenus, même si certains pays adoptent des politiques numériques en premier lieu pour sauvegarder un accès égal, surtout pour ceux qui n'ont pas de connexion. Et puis, la pandémie de la Covid a renforcé cette tendance et elle se poursuivra après la crise. Il sera très important également de continuer avec après la Covid, pardon. Alors, nous avons demandé quels étaient les moteurs de la transformation technologique. Alors, pour eux, la technologie, eh bien, c'est un véhicule pour accélérer la performance et puis élargir la couverture des services. Ils pensent que c'est les services, donc des services davantage développés, amélioration de l'accessibilité de l'expérience des clients, et plus particulièrement dans les économies avancées où il y a l'expérience des clients à l'accès des services et se développe bien plus rapidement. Alors réduire les coûts opérationnels, c'est également important, mais ça n'a pas été le moteur politique principal dans la majorité des cas.
Alors, livrer des services complexes tels que ce que l'on exige avec des vidéos ou davantage d'interactions, par exemple la gestion de dossiers, de cas, tout cela, c'est fourni par près de 3 quarts des prestataires. Mais il faut que ce soit accompagné d'outils et ils sont moins susceptibles d'être disponibles très rapidement dans les pays à faible revenu ou à revenu moyen. Alors, ça n'est pas partout qu'il y a un accès à distance, et la manière d'y accéder n'est pas la même. N'est pas la même. Sorry for that. Overall, there is a reduced need for clients to be physically present in the PES premises to access most services in a two-way interaction mode, meaning accessing information remotely. Les interactions par téléphone, par SMS ou par email sont disponibles. Les clients provenant de pays à haut revenu pourront accéder à des solutions numérisées de manière plus facile que d'autres. La numérisation représente également une très bonne opportunité pour que les emplois de services publics automatisent les tâches administratives. Et la technologie, de cette façon, peut être considérée comme un multiplicateur de temps qui permet d'être axé sur les clients qui ont besoin de services personnalisés afin de pouvoir surmonter des obstacles à l'emploi. Et la technologie offre de nouvelles possibilités. Eh bien, la division au niveau numérique qui existe, bien sûr, rend les choses difficiles. Dans la moitié des cas, on s'est rendu compte que l'offre de services par le biais de canaux technologiques pour les femmes, les migrants, les minorités et les populations autochtones, que cet accès était plus difficile. Le besoin de comprendre également les obstacles auxquels sont confrontés différents groupes de chercheurs d'emploi. Et il faut absolument pouvoir veiller à un accès égal pour tous les clients. L'intelligence artificielle est fondée sur l'utilisation d'algorithmes qui peuvent identifier des motifs prévisibles parmi un volume très important de données. L'intelligence artificielle existe partout, mais lorsqu'il s'agit de l'appariement d'emploi, eh bien, on ne l'utilise pas suffisamment. Un tiers seulement des participants à cette étude mondiale ont introduit l'intelligence artificielle et ces technologies. Et la plupart sont dans les pays à haut revenu. Les pays à moyen revenu ont toujours un travail de rattrapage à faire, mais la qualité des données est un obstacle important. Les experts prédisent que d'ici une cinquantaine d'années, l'intelligence artificielle se sera propagée partout et transformera profondément notre société et par conséquent le marché du travail. Et j'aimerais poser une question. Est-ce que nous développons les capacités qu'il nous faut aujourd'hui? Le sondage s'est rendu compte qu'il y avait 3 lacunes principales au niveau des capacités qui doivent être développées plus avant pour élargir l'utilisation des technologies numériques et de l'intelligence artificielle. Une difficulté principale est le besoin de mettre à niveau les compétences du personnel plus fréquemment. Les clients manquent de compétences numériques et des appareils qui leur permettent d'accéder à des services de technologie avancés, en particulier dans les pays à faible revenu. Des difficultés demeurent également au niveau de la planification d'urgence pour restaurer des services en cas de cyberattaque et de perte de données. Alors, en ce qui concerne l'avenir, comment au mieux se préparer pour l'ère à venir
avec le numérique étant la technologie par défaut. Il faut bien sûr mettre à niveau les compétences technologiques du personnel et approfondir la coopération entre les prestataires de services pour connecter des séries de données lorsque cela est possible. L'analyse de données est un domaine dans lequel l'intelligence artificielle peut vraiment changer la donne complètement pour le mieux, faisant en sorte qu'on puisse prendre des décisions basées sur les preuves, réduire le temps de réponse et d'apparier également les emplois. Les systèmes d'intelligence artificielle ont très faim de données et une option qui mérite d'être approfondie pour les preneurs de décision dans les pays en développement en particulier est l'utilisation de données non traditionnelles. Et ici, la Banque mondiale a fait quelques expériences avec ceci et il nous faut réfléchir également aux questions déontologiques qui se posent avec ces technologies étant utilisées sans réglementation. Et les données sont devenues le nouvel or noir. De plus en plus de données personnelles sont saisies avec les services numériques et des intelligences artificielles qui sont capables d'extraire et d'extrapoler davantage de données sur les clients, les chercheurs d'emploi, les employeurs. Et cela veut dire que tout le monde est beaucoup plus vulnérable. Et il nous faut absolument respecter la confidentialité des données, l'inclusion, la non-discrimination lorsque l'on développe et que l'on met en œuvre de vastes services basés sur la technologie. Et sur la base de ce sondage mondial, on s'est rendu compte que placer les clients au centre de la transformation numérique offre aux services d'emploi public une opportunité de trouver de nouveaux clients pourvu que les services soient faciles d'accès, soient sûrs et aussi intuitifs que possible. Enfin, il faut aligner ces solutions avec les stratégies globales. Et ici, j'aimerais vous laisser avec un message. La meilleure transformation numérique, on verra un changement de paradigme et un accès élargi aux services. Et cela mènera à une efficacité au niveau de la transformation et de la productivité. Mais pour cela, il faut continuer à investir, créer et maintenir de nouvelles capacités d'offre de services. Et donc, la technologie, bien sûr, est un élément qui offre les capacités d'agir, mais ce n'est pas une solution en soi. Donc, merci infiniment de m'avoir donné l'occasion de partager avec vous les constatations de notre enquête mondiale. Et vous pouvez trouver un complément d'information à partir de l'adresse web que vous trouvez à l'écran. Et vous pouvez également me contacter via l'adresse email que nous avons également affichée à l'écran. Merci infiniment de m'avoir écouté et je rends la parole à notre modérateur. Merci. Merci pour cette présentation exhaustive et surtout pour ces questions pertinentes d'anticipation. Quelle place pour l'anticipation en préparant l'avenir? Cela reste en suspens et justement cette transformation ne peut pas être ponctuelle mais elle est permanente avec des évolutions au fur et à mesure. On parlera d'adaptation des services et la technologie comme un outil d'inclusion, justement, la technologie toujours au service de l'humain pour optimiser les services offerts à l'humain. À présent, on va parler de la transformation digitale de l'ANETI dans la vision 2030 avec un binôme. On va démarrer d'abord avec M. Michel Seban, associé secteur public de l'OAD, en charge des activités relatives à l'emploi et à la transformation professionnelle. Et on enchaînera pour une immersion dans la planète ANETI avec la présentation de Fadel Belhouma, directeur des systèmes d'information de l'ANETI, donc le côté DSI, le côté développement en interne avec ce qui a été fait d'abord et par la suite la vision, les axes stratégiques et bien entendu les préalables et les conditions sine qua non. Et bien, démonstration tout de suite, on démarre avec Monsieur Michel Seban. À vous. J'arrive pas.
Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez? J'avais un petit peu de mal avec la technologie. Du coup, enchanté et je vous remercie beaucoup de me donner l'occasion de partager avec vous plutôt un retour d'expérience. Et bonjour Monsieur Fadel Berouma. Partager l'expérience du coup relativement à la transformation digitale au travers, ma foi, de Pôle Emploi comment dire, en France. J'ai un deuxième souci, excusez-moi, de passage des slides. Donc là, j'avoue que je crois que je vais parler de manière spontanée, qui de toute façon n'est pas trop gênant. Euh, donc, pour rappeler un petit peu le contexte de la façon dont tout ça s'est présenté, euh, Pôle emploi, en fait, c'est un organisme qui est très jeune, puisqu'il s'est créé il y a maintenant une douzaine d'années. Et très rapidement, on se retrouve au confluent de la création d'un établissement, en même temps que la création finalement et le boost de l'activité digitale. Très rapidement, on s'est posé la question avec l'opérateur de l'emploi de qu'est-ce qu'il y avait lieu de faire et comment est-ce qu'on allait conjuguer tout ça. Quelques leitmotivs. Premièrement, réfléchir à comment est-ce que la technologie et le digital allaient créer de la valeur avec de la nouvelle offre de services vis-à-vis des demandeurs d'emploi et des entreprises. C'est-à-dire que l'idée n'a pas été simplement de déplacer les services existants qui étaient relatifs à l'assurance chômage et au placement au travers de la NPE, mais véritablement de créer de nouveaux services relativement à la technologie, ce qu'elle permettrait en matière de simplification, ce qu'elle permettrait en matière de rapidité, ce qu'elle permettrait en matière d'efficacité. Et donc, ce n'est pas la technologie pour la technologie, mais la technologie comme un service véritablement perçu. Aujourd'hui, on peut se dire qu'on a passé un certain nombre de paliers, puisque même si on peut toujours progresser, aujourd'hui, Pôle emploi fonctionne bien évidemment 100% full web, mais également 100% full application et aujourd'hui, on travaille sur des problématiques relatives à l'intelligence artificielle, à l'algorithmie, qui permettent d'aider au meilleur placement des entreprises. Également vis-à-vis en entreprise, également vis-à-vis, merci beaucoup, également vis-à-vis des demandeurs d'emploi. Alors je suis bien plus loin. Voilà, merci beaucoup pour ça. Donc ça, c'était juste pour situer évidemment à l'origine là où a été créé Pôle emploi au travers de l'Agence nationale pour l'emploi, puis la CEDIC qui était le régime d'indemnisation des de l'assurance chômage, qui a créé donc l'opérateur unique de prise en charge et d'accompagnement des demandeurs d'emploi vers l'emploi. Si on peut passer à la page suivante, et c'est très gentil de m'avoir assisté, du coup, l'idée était là de montrer un certain nombre de finalement systèmes d'information sur lesquels nous étions partis pour arriver vers un système d'information unique vis-à-vis des demandeurs d'emploi et vis-à-vis des entreprises. Et tout cela dupliqué sur Internet et sur les applicatifs. Et je crois que j'en étais là. Merci beaucoup de votre aide pour avoir rattrapé la présentation. Si l'on passe à la page suivante, du coup, en matière de sujet digital, en fait, c'est un petit peu le cœur du sujet de la façon dont on l'a abordé, et très modestement à titre de retour d'expérience, parce que quelque part, à l'époque, il faut se situer en 2008 et donc sur une dizaine d'années de programme, un certain nombre d'activités qui ont été menées. Donc, au travers de, premièrement, l'amélioration de la qualité de service. La qualité de service perçue des entreprises qui ont recours à Pôle emploi ou des demandeurs d'emploi qui ont besoin de Pôle emploi doit être singulièrement améliorée au travers du digital. Et aujourd'hui, ma foi, c'est le cas, même si on peut encore progresser. Le deuxième point, c'est la modernisation de la relation avec les entreprises, là aussi, et les demandeurs d'emploi. Il y a tout ce que permet la digitalisation, c'est-à-dire toute l'historisation, toute l'historique, tout le traçage, toute la simplification relative à la relation et l'amélioration de cette relation entre une administration et finalement ce qui devient une agence d'accompagnement en face de ses bénéficiaires et des citoyens. Ensuite, il y a toute l'efficience, bien sûr, et toute l'efficacité du service proposé. C'est le bon service au bon moment pour la bonne personne, encore plus que auparavant, lorsqu'on parlait de politique multicanale, au travers de ce que proposait le digital. Accélérer finalement les interactions et l'accès aux services et accroître la valeur ajoutée.
sans pour autant, et c'est là le point de vigilance peut-être, déshumaniser la relation, c'est-à-dire que c'est automatiser, améliorer, robotiser, digitaliser, numériser, historiser, mais pour gagner du temps, pour améliorer cette relation humaine qui est indispensable dans le métier de placement, dans le métier d'accompagnement vers l'emploi, dans le métier de reconversion professionnelle, en sans pour autant réduire le périmètre des services proposés, bien au contraire, mais en essayant d'étayer et comme je le disais à l'instant, de personnaliser les services proposés vis-à-vis des différents bénéficiaires, qu'ils soient entreprises ou demandeurs d'emploi ou même collectivités locales du reste, et sans non plus limiter comment dire, l'accompagnement de ceux qui en ont le plus besoin. C'est un petit peu le leitmotiv, avec toutes les problématiques que l'on peut rencontrer au travers notamment de la digitalisation, de l'accès tout simplement numérique, parce qu'il y a des zones, il y a des endroits où il y a des personnes qui ont besoin d'un grand accompagnement sur le numérique, mais également il y a de toute façon structurellement des gens qui, privés d'emploi, ont besoin d'accompagnement structurel beaucoup plus fort. Et je vous remercie. On peut passer, je pense, à la page suivante, ça serait très sympa. Et du coup, c'était mes éléments de conclusion pour passer, ma foi, la parole à mon camarade, Monsieur Fadel Berouma, et je vous remercie de votre attention, malgré ces, déconvenues techniques dont je m'excuse. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation. Nous allons enchaîner, comme vous l'avez souligné, avec Monsieur Berhouma tout de suite pour mettre l'accent, on va dire, sur l'environnement, sur les contraintes, sur les besoins et orientations et axes stratégiques. On va parler également des calendriers, d'évolution et aussi le rapport aux différentes cibles. Donc, dans le cadre de cette présentation avec vous, donc Monsieur Fadel Berhouma, je rappelle, DSI de l'ANETI. Bonjour à tous. Je vais présenter tout d'abord le système actuel de l'ANETI et ensuite je vais détailler encore plus les composantes de la transformation digitale. L'ANETI a commencé le développement de son système d'information parmi les premiers établissements publics début des années 90 et elle n'a cessé de le faire évoluer jusqu'à ce jour. On a commencé tout d'abord par le développement d'applications métiers couvrant l'ensemble des domaines, l'emploi salarié, l'entrepreneuriat, l'information, l'orientation professionnelle, la formation. Ces applications sont installées au niveau du bureau d'espace entreprendre. Puis on a aussi, en 1998, on a développé le système indicateur qui donne accès aux indicateurs des activités du bureau d'emploi et des espaces, proposant plus de 2000 croisements possibles actualisés d'une manière quotidienne. Nous avons aussi un site web développé en 1998 et révisé en 2005 et qui est destiné aux chefs d'entreprise et aux demandeurs d'emploi proposant des services, entre autres le dépôt de CV, la recherche des offres pour les chercheurs d'emploi et même la consultation des avis de concours et des annonces de presse. Pour les employeurs, c'est le dépôt de leurs offres et leur suivi et la consultation de la base CVTech suivant plusieurs domaines. Nous avons un site intranet développé en 2005 et révisé en 2015 et un site web international en 2015 et révisé en 2020 et qui prend de plus en plus d'ampleur et est destiné aux employeurs à l'échelle internationale et pour les demandeurs désireux de travailler à l'étranger. À part ces systèmes, nous avons aussi une multitude de plateformes SMSing, un autre canal d'échange de relations avec nos clients, un site dédié au référentiel tunisien des métiers et des compétences, qui est une cartographie des métiers, de l'ensemble des métiers du marché de l'emploi tunisien, et qui comporte 512 fiches métiers réparties sur 14 grands domaines et avec plus de 9000 appellations et 11 000 compétences. Un site web pour les techniques de recherche d'emploi et de web services développés avec d'autres structures publiques pour simplifier tout ce qui est procédure administrative aux citoyens. Nous avons entre autres
de service avec les caisses nationales de sécurité sociale et caisse nationale de la sécurité et de la prévoyance sociale et le Centre national d'informatique et bientôt avec le ministère de l'enseignement supérieur et le ministère des Finances. Et dans le cadre de la préparation de la vision de l'ANETI 2030, l'ANETI a réalisé une enquête auprès des chercheurs d'emploi, plus de 5000 chercheurs d'emploi et 285 entreprises. Je ne vais pas m'étaler sur les résultats suite à peu de temps qu'il m'est octroyé, mais le résultat montre qu'il existe des problèmes d'efficacité au niveau des services de l'ANETI. Entre autres, les chercheurs d'emploi ont exprimé qu'ils ont besoin d'une refonte des programmes d'emploi. Ensuite, ils ont exprimé qu'ils ont besoin d'une meilleure qualité de service et un meilleur accompagnement. Et en dernier point, la digitalisation. Par contre, au niveau des entreprises, c'est tout l'inverse. L'entreprise, et aussi même à partir de la enquête réalisée par le Centre de jeunes dirigeants en novembre 2020, les chefs d'entreprise ont besoin surtout de la digitalisation et ensuite de la qualité d'accueil. Malgré nous sommes classés premiers en qualité, en satisfaction globale par rapport aux administrations publiques, au niveau efficacité, rapidité et clarté de procédure, mais seulement 7e au niveau de digitalisation, ce qui montre vraiment qu'il y a tout un travail à faire et à faire le plus tôt possible. Au niveau des défis de l'ANETI, en tant que responsable de l'animation du marché de l'emploi, fait face à plusieurs défis internes et externes pour la promotion de l'emploi dans le pays. Entre autres, nous avons des défis côté gouvernance, manque de stabilité et de visibilité, un contexte économique social difficile, un marché d'emploi qui évolue très rapidement et qui a besoin de nouvelles compétences, la bureaucratie, comme l'a mentionné Madame la Directrice Générale, qui freine le potentiel de l'ANETI et qui engendre une perte d'efficacité et de productivité et de motivation de nos clients et de notre personnel. Nous traitons actuellement avec une nouvelle génération, une génération Z, nativement numérique et toujours connectée. Entre autres, en Tunisie, sur 11,7 millions d'habitants, 7,5 millions sont connectés au réseau Internet et aussi aux réseaux sociaux, d'où la nécessité d'avoir une forte présence digitale et multicanale, et bien sûr sans oublier le côté politique de ressources humaines qui est une des principales richesses de toute entreprise et qu'il est crucial de développer une politique RH pour éviter la démotivation de ce personnel et aussi afin d'accompagner nos collaborateurs dans ces changements culturels, managériaux et organisationnels impactés par la transformation digitale. À partir de ces diagnostics et ces défis, et pour réussir notre transformation digitale, et en synergie aussi avec le plan national stratégique Tunisie Digital 2020, l'ANETI a défini ses objectifs. Entre autres, nous avons renforcé et modernisé l'intervention de l'agence, enrichir les services à distance pour répondre aux besoins de nos clients et de notre personnel, digitaliser les services et les processus internes pour dégager les ressources et augmenter l'efficacité et les compétences, développer un système de gestion de connaissances pour promouvoir l'intelligence collective et bien sûr développer des outils et des moyens pour instaurer la transparence et la participation citoyenne. À partir de ces objectifs, l'ANETI a conçu
a décidé sur un ensemble de projets de composantes. Ces composantes s'articulent autour de 3 axes. Il y a des composantes destinées aux chercheurs d'emploi, entreprises, porteurs de projets, associations partenaires. Il y a d'autres composantes pour le développement des compétences et des carrières et pour se focaliser sur le corps du métier et aussi et surtout valoriser l'innovation. Il y a d'autres composantes qui sont axées à l'aspect organisationnel et décisionnel, entre autres la mise en place d'une cartographie des process, la réduction de coûts et le développement d'outils d'aide à la décision. Côté, pour tout ce qui est composante axée sur accès aux destinées et le CGG, nous avons prévu le développement d'un système combiné de profilage statistique et d'accompagnement, un profilage statistique qui prend en considération des inputs économétriques pour bien cibler les bénéficiaires d'aide selon leur risque statistique de chômage de longue durée et aussi un accompagnement, profilage d'accompagnement qui fonctionne selon une logique d'accompagnement et qui permet d'élaborer un accompagnement adéquat selon la situation et le profil du chercheur d'emploi. Nous avons aussi prévu la refonte de notre portail web qui est jugé actuellement comme trop compliqué et chargé. Nous aurons des sites thématiques, un site informationnel et institutionnel, un site dédié aux chercheurs d'emploi, un autre pour les chefs d'entreprise, un autre pour tout ce qui est associations partenaires, et un site aussi pour les conseillers d'emploi. Ce système, ce portail web aura aussi un système de matching intégré basé sur l'intelligence artificielle qui sert à rapprochement offre-demande, rapprochement du profil du chercheur d'emploi et son projet professionnel, un rapprochement aussi des futurs besoins à base de plans de recrutement des entreprises avec les profils des candidats, une plateforme de formation à distance, un système de validation des compétences techniques, une plateforme pour instaurer la transparence et la participation citoyenne, e-participation, e-pétition et open data, un ETI Expo qui est un espace virtuel donnant la possibilité aux porteurs de projets de présenter leurs produits et services directement à partir de notre site web. Bien sûr, le service le plus demandé par les chefs d'entreprise, c'est la gestion dématérialisée des dossiers, un système de notification et un chatbot qui sera un outil pour répondre d'une manière avec de l'intelligence artificielle et de machine learning aux besoins et aux questions demandées par nos clients, des applications mobiles et un salon de l'emploi qui sera finalement un moyen d'assurer vraiment la participation et l'organisation d'événements sectoriels et régionaux et un espace de rencontre en ligne entre chercheurs d'emploi et les recruteurs. Pour les composantes axées destinées aux personnels de l'INETI, nous aurons un système de gestion des compétences, un Digital Workplace qui est une évolution de l'intranet comportant plusieurs plateformes, entre autres le Wiki-emploi, la plateforme de capitalisation de bonnes pratiques, board de compétences internes, plateforme d'innovation collaborative et participative, un réseau social de l'entreprise et une bibliothèque numérique. Toutes ces plateformes vont permettre l'amélioration de la performance organisationnelle, aussi valoriser les compétences de nos collaborateurs et favoriser l'innovation et la création de nouvelles compétences. Une plateforme de formation à distance, un laboratoire d'innovation qui va permettre d'émerger l'innovation à des problématiques à partir d'outils et des méthodes de co-construction et de partage, puisque l'INETI est convaincu que les personnels de l'INETI
Et ces clients représentent un potentiel et une source d'idées innovantes. Un système de gestion et de suivi de requêtes. On termine par les composantes destinées au système organisationnel et décisionnel. Bien sûr, la mise en place de cartographies fonctionnelles, la dématérialisation, un système d'aide à la décision à partir de plusieurs sources de données internes et externes, et l'agence virtuelle d'emploi qui sera une plateforme interactive d'échange et de délivrance de services en ligne, et, afin d'offrir une plus grande proximité et d'éviter aussi le besoin de créer du bureau d'emploi dans des zones éloignées avec un faible tissu économique. Tous ces projets ne seront possibles qu'à partir, c'est grâce à nos partenaires, entre autres la Banque mondiale, l'Union européenne, la BAD et la coopération tunisienne allemande, et bien sûr avec Mobediloun, qui vont nous appuyer et supporter côté financier bien sûr, et surtout assistance, accompagnement dans la conduite de changement. Et je vous remercie pour... Je vous rends la parole. Merci beaucoup, Monsieur Fadel Bolhouma, directeur des systèmes d'information de l'ANETI. C'était une présentation qui donnait vraiment un large spectre de l'activité, de la vision de l'ANETI. Et c'est la vision de l'ANETI, c'est l'intitulé de cette vision 2030. Et donc le fait d'intégrer cette transformation dans le cadre d'un projet qui est global, qui est plus large, qui est plus important, qui demande davantage de ressources, c'est aussi une preuve de cohérence, d'intégration, d'harmonie du tout. On reviendra bien évidemment tout à l'heure éventuellement sur certains aspects, certains points, à travers les questions que vous proposerez. Je vous rappelle que vous pouvez, à travers le chat, poser vos questions et auxquelles on répondra un peu plus tard, après la quatrième et dernière présentation. On en parlait au démarrage, le benchmarking, les analogies, c'est essentiel, fondamental. Quelles sont les bonnes pratiques, et valoriser et mettre en exergue ces bonnes pratiques et les approches novatrices est fondamental et essentiel. Et c'est pour ça qu'à présent, on va en Estonie, on va parler de l'application d'un outil automatisé pour l'évaluation de l'impact des mesures actives du marché du travail. Et là, on va véritablement regarder de très près l'expérience estonienne. C'est un exposé qui est signé Marie Valli, qui est conseillère au département développement de l'Estonian Unemployment Insurance Fund. À vous, donc Marie, et je vous réitère mes vœux de bienvenue et mes remerciements d'être parmi nous aujourd'hui. Hello. Eh bien, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour et bon après-midi, comme l'a dit l'animateur. Les présentations précédentes parlaient de questions d'ordre régional. Maintenant, nous allons passer donc du général au plus spécifique. Nous allons parler d'un outil très spécifique qui est appliqué donc l'application d'un outil automatisé donc pour évaluer l'impact des mesures actives du marché du travail. Je m'appelle Marie Valli, je suis donc conseillère, et bien que cet outil semble être très technique et peut-être scientifique, eh bien, moi, je vais en parler du point de vue de l'utilisateur. Voilà. Alors, le contexte. Alors, le fonds d'assurance chômage en Estonie est une petite organisation. Et sur cette planche, vous voyez la ligne rouge qui indique le taux de chômage au cours des 5 années passées. Et en vert, vous avez le budget que nous dépensons sur des mesures actives dans le cadre de l'emploi. Et puis, les colonnes en bleu, c'est le nombre des participants à ces mesures. Alors, bien sûr, en 2021, il est prévu d'avoir
Enfin, nous n'avons pas de chiffres clairs pour 2021. Alors, comme vous voyez, nous dépensons de plus en plus d'argent dans ces initiatives, mais nous n'avons pas encore évalué systématiquement l'impact de ces mesures. Et au fil du temps, eh bien, il est de plus en plus important de voir les résultats et l'impact des mesures que nous offrons à nos clients. Alors, quelques mots sur les conditions préalables incontournables pour mettre cet outil en place. Alors, tout d'abord, ça c'est quelque chose qui a déjà été présenté dans la présentation de l'Organisation internationale du travail. La condition préalable la plus importante finalement, c'est la disponibilité de données détaillées, des données qui doivent être sous un format bien accessible, tant pour les chômeurs, bien sûr, que pour les salariés ou ceux qui travaillent. En Estonie, nous nous servons d'entrepôts de données et l'avantage, eh bien, c'est que nous avons une infrastructure globale d'échange de données très bien développée entre notre organisation et d'autres registres d'État. Et ça, c'est important d'avoir des données, un échange de données en temps réel. Puis bien sûr, il est important également d'avoir des compétences d'analyse approfondie, des outils. Alors ça peut être une compétence en interne ou une compétence externalisée auprès d'universités, par exemple. Et là, c'est un mélange. Un mélange qui nous donne une excellente compétence d'analyse. Donc là, on analyse les compétences des politiques basées sur l'emploi, développées en Estonie, etc. Ensuite, il faut qu'il y ait une préparation technique. Bien que l'infrastructure de prestation de services, ces systèmes d'information sont supposés être dans tous les SPE, pour que cet impact se fasse bien sentir, il faut une infrastructure dédiée à l'outil d'évaluation d'impact. Et puis enfin et surtout, une autre condition préalable, eh bien, c'est la demande de responsables des services, d'avoir des responsables du service, pardon, hein, des personnes qui seront responsables du développement et de la prestation des services et puis l'analyse des résultats. Ils doivent être là pour bien exprimer ce qu'ils veulent que cet outil produise, etc. Et ça nous permet bien sûr de mieux utiliser cet outil. Alors, la planche concernant la méthodologie indique que l'outil d'évaluation d'impact utilise l'appariement selon un coefficient de probabilité allié à un appariement plus précis, lesquels sont combinés à un ajustement a posteriori, incluant les incidences des programmes du marché du travail. Donc, nous comparons les participants dans les mesures, dans les politiques, les PAMT, avec d'autres. On fait des comparaisons, des programmes politiques avec des personnes comparables qui n'ont pas participé et nous évaluons les résultats qui révèlent les effets des services spécifiques du marché du travail sur la probabilité de décrocher un emploi et sur les rémunérations perçues, donc de 1 à 24 mois après avoir bénéficié de ces services. Donc, ce qui est important là, c'est que nous faisons cette comparaison entre les groupes. Ça, c'est très important. Alors, quelques mots de détail pour ce
concernant ce que nous faisons exactement. Les mesures que nous évaluons sont donc la pratique professionnelle, subvention salariale, formation au marché du travail et réadaptation professionnelle. Alors, lorsque l'on évalue la formation, nous avons des sous-groupes pour évaluer les compétences générales, les cours de langue estonienne, différentes compétences informatiques, formation professionnelle. Alors, il s'agit là des... enfin, au sens du nombre de participants, c'est la case où il y en a le plus grand nombre. Ce sont les critères qui nous permettent de choisir ces politiques actives, ces programmes. Alors voici les variables contextuelles, il y en a beaucoup, hein. Le genre, l'âge, le niveau d'instruction, la profession antérieure, période de chômage antérieure, durée du premier emploi. Tout cela nous aide à comparer les personnes et à faire des comparaisons entre les participants et les non-participants. Et les résultats, j'en ai déjà parlé, hein, c'est l'évaluation donc vous avez l'impact donc de ces mesures pour ce qui est de la probabilité à l'emploi, les salaires et le salaire en cas d'emploi. Quelques mots rapides, enfin, concernant la circulation des données pour faciliter, pour mettre en place ces évaluations. Alors d'abord, il y a des systèmes d'information opérationnels où les données sont alimentées, sont saisies par des conseillers ou des développeurs, et les données venant du système d'information opérationnel se retrouvent dans un entrepôt de données, et ensuite les données nécessaires pour l'évaluation de l'impact se retrouvent donc dans un serveur de formation. Il s'agit là d'un outil technique qui fonctionne grâce à un logiciel qui s'appelle R. Donc c'est un système d'analyse et ça permet la préparation à l'évaluation. Ça nous donne des tableaux d'évaluation de l'impact et les groupes que nous voulons comparer. Et lorsque vous avez une personne qui veut voir les résultats finaux, eh bien, qu'a fourni l'outil, eh bien, cette personne peut le voir dans ce tableau de bord Tarot sur leur ordinateur. Et sur son ordinateur, il y a toutes sortes d'options de filtrage et de présentation des données. Alors, l'exemple, voilà, de ce tableau de bord. Ce service et les personnes responsables des services qui peuvent voir sur leur ordinateur en orange, et vous avez en orange et en bleu les impacts. En orange, ce sont les résultats au niveau des participants, les résultats participants, en bleu les non-participants, et une personne peut effectivement filtrer, comme vous le voyez là. Oui, désolé. Oui, ce sont des planches qui sont un peu vagues, un peu difficiles à voir, mais là, vous avez une personne qui peut, par exemple, en haut, à la ligne supérieure, vous voyez qu'il y a des parties de l'Estonie où il y a un filtre. Et il y a une division des résultats par région. Et vous avez la disponibilité de la formation. Il y a effectivement des différences de performance par rapport aux différentes régions d'Estonie. En bas, vous avez la même division, mais par région et par niveau d'éducation. Et peut-être que là,
il est possible de dire que l'impact de la formation professionnelle est meilleur pour ceux qui ont des faibles niveaux d'éducation par rapport à ceux qui sont un peu plus éduqués. Ça, c'est la première. Donc, ils en bénéficient plus. Ils en bénéficient plus, ces personnes. Voilà, les premiers résultats préliminaires. Mais il y a eu tout de même quelques limites, principalement dû au fait de notre taille. Nous sommes un petit pays. Le faible nombre absolu des participants ne nous permet pas de fournir des informations détaillées. Donc, si vous voulez filtrer, rentrer dans le détail, dans les groupes de participants, c'est trop petit pour donner finalement des résultats utilisables ou fiables. Les attentes des conseillers veulent des propositions de prestations professionnelles personnalisées et adaptées à leurs clients. Et ça ne peut pas toujours être satisfait. Donc parfois, euh, c'est un peu difficile. Euh, au début, nos conseillers du marché du travail, effectivement, voulaient des outils plus personnalisés pour bien conseiller quant à des programmes adaptés aux clients. Mais le problème, c'est que ça n'est pas possible parce que le taux d'erreur monte à de trop hauts niveaux et cela n'aide personne. Alors enfin, les prochaines étapes de développement de ces outils. Je ne l'ai pas dit plus tôt, mais nous avons introduit les résultats aux usagers et aux personnes responsables de la conception des services il n'y a que quelques semaines. Donc c'est une initiative plutôt neuve, plutôt nouvelle. Et nous allons commencer à adapter et à adopter cet outil dans le cadre de nos procédés commerciaux. Et pour que cet outil nous donne de bons résultats et des résultats pertinents, nous devons constamment mettre à jour les données. Alors nous cherchons la possibilité de faire entrer davantage de services du marché du travail dans cet outil. Nous essayons de trouver des manières de surmonter les problèmes du petit nombre de participants afin de pouvoir évaluer davantage les mesures de marché du travail, donc de manière plus conviviale. Et puis, nous penchons également sur une analyse automatisée du rapport coût-bénéfice des PAMT. Et puis, un élément très important, c'est que l'objectif de cet outil, c'est bien d'ajuster le ciblage et l'application des PAMT en fonction des résultats. Cet outil nous donne davantage d'informations et nous montre comment les différentes mesures fonctionnent ou s'adaptent à différents groupes cibles. Voilà ce que nous allons continuer à faire dans les mois à venir. Alors voilà ce que je voulais dire. Je vous remercie pour votre attention et merci de m'avoir donné l'opportunité d'intervenir. Ce partage d'expérience, cette analogie et la mesure d'impact, l'accès à la data et son traitement et analyse. Et justement, en évoquant la data, nous allons enchaîner avec un certain nombre de questions. La première vous est destinée, justement, Marie Valli. Et la question est formulée comme suit. Comment allez-vous gérer le besoin d'informations détaillées, big data, qui sont nécessaires pour l'outil de profilage statistique et l'appariement d'intelligence artificielle? Well, this is an interesting question. En fait, c'est We are only using parce que dans le cadre de cet outil, nous n'avons que des données administratives qui viennent de nous, et puis pour d'autres registres, il y a d'autres données concernant les différentes situations du marché du travail. Nous ne pensons pas à adopter une approche big data concernant cet outil, mais
le profilage, l'outil de profilage statistique est un outil séparé dont nous pouvons également nous servir. Et l'appariement est fait effectivement côté intelligence artificielle, mais ce sont 3 outils séparés en fait. Sans l'apport justement de la seconde et la troisième composante. Sorry, I actually didn't get the question because the translation was a bit late. Je voulais dire, vous avez parlé de 3 composantes distinctes. Est-ce que justement la condition sine qua non serait d'en disposer les 3 avec une certaine complémentarité, ou est-ce que chaque composante peut être assez autonome et travailler convenablement? Yeah, in case this is a question for Estonia. Oui, effectivement, ce sont des outils séparés et ils peuvent être utilisés séparément, effectivement. Le nombre d'interactions est assez impressionnant. Par contre, c'est plus des observations que des questions qui seraient formulées à l'attention de nos intervenants. Donc, je rappelle brièvement, on a eu 4 présentations successives. On avait démarré avec Madame Zulumavila de l'Organisation internationale du travail et on a parlé des méthodes et des marchés qui changent, qui évoluent. Et les outils qui doivent accompagner ces changements et ces évolutions, bien évidemment. Et ensuite, la question, quel choix, quelle stratégie, quel outil, justement, pour ne pas se tromper d'outils en adéquation avec les besoins. Il y a également la question de l'anticipation. Les métiers vont changer, les besoins vont changer. Comment opérer des changements stratégiques qui soient efficients. Et là également, au niveau de l'ANETI, on a parlé de l'état des lieux, de l'environnement, des contraintes, des besoins, des orientations, des axes stratégiques également, sans oublier le calendrier à venir en termes d'implémentation, de mise en place, de mise en œuvre, d'exécution, et ainsi que le rapport aux différentes cibles. Et là, on n'oublie jamais de mettre l'accent sur les récipiendaires, sur les premiers bénéficiaires, que ce soit en interne ou alors, bien évidemment, le demandeur d'emploi dans l'absolu, et les préalables qui accompagnent tout changement et les conditions sine qua non. Donc, les partenaires du changement. Aujourd'hui, un changement ne peut pas être mené par une seule entité, et les prévisions. Bien évidemment, on revient à la question également en Tunisie. Et j'invite de nouveau Fadel Belkhoum à nous rejoindre, le directeur des systèmes d'information de l'ANETI, pour rebondir sur la même question qui a été destinée justement à Marie Valli, la gestion des besoins d'informations détaillées, de big data, qui sont nécessaires pour l'outil de profilage d'intelligence artificielle. Tout à fait. Au niveau, une des que nous avons pensé à mettre en place, c'est le système décisionnel ou d'aide à la décision qui est une cartographie dans l'ensemble des données internes, entre autres de l'ANETI, propres au programme et même aux données propres aux directions support, mais aussi des données externes pour élaborer, à la limite, mettre en place un système national de l'emploi à partir de données, entre autres, d'autres organismes qui participent dans le domaine de l'emploi, les caisses, le ministère de l'enseignement supérieur, la formation professionnelle, la Banque centrale. Il y a énormément de sources de données. Nous avons pratiquement, on va viser 14 sources de données de plusieurs structures pour avoir un système permettant d'avoir et de rationaliser la prise de décision et en même temps pouvoir faire des prévisions et des projections de données à moyen et à court terme. D'accord. Et de quelles données la Tunisie pourrait-elle disposer pour avoir un véritable tableau de bord, une véritable boussole quelque part? C'est exactement. À partir de ce système, nous avons c'est à partir et suite à la refonte de notre système d'information que nous allons
construire notre data warehouse, ce qui rassemble l'ensemble des données, et finalement proposer et mettre à disposition de dans notre portail web l'ensemble de ces données d'une manière transparente pour les chercheurs, pour les étudiants, pour les analystes, d'avoir exactement les croisements et pouvoir faire les analyses qu'ils désirent. Merci beaucoup, merci pour ces éclairages. Si vous permettez, on repart en Estonie, on retrouve Marie Vali de nouveau avec une question inhérente au coût. D'abord, combien a coûté la mise en œuvre de cet outil, mais également en termes de temps et de calendrier, combien cela a demandé de temps pour la mise en place et la mise en œuvre de ce système. The question was Est-ce que vous parlez du coût de l'outil ou du coût des mesures de mesure le coût Yeah. Je tiens absolument à rester fidèle à son auteur quelque part. Donc, combien cela a-t-il coûté pour mettre en œuvre cet outil et combien de temps cela a pris? Developed years. It was quite to think it all. I'm afraid I can't say the calculated. Le coût, nous l'avons pas véritablement calculé de cette manière. Peut-être qu'on pourrait le faire. Effectivement, on devrait le faire. Mais bon, je ne peux pas vraiment me prononcer maintenant sur la manière dont on a élaboré ces coûts. Et ce coût également est amorti au vu de l'efficacité et de l'efficience de cet outil. Encore une fois, merci d'avoir été avec nous, Marie Vali. Merci à l'intégralité des intervenants. À présent, nous allons nous envoler au Maroc et retrouver M. Abdelmoumen El Madani, président de l'Association mondiale des services d'emploi public, mais également directeur général de l'Agence nationale de promotion de l'emploi et des compétences, l'équivalent de l'ANETI marocaine, si je tentais de dire. Monsieur El Madani, je suis ravi de vous avoir parmi nous. À vous. Monsieur El Madani, vraisemblablement, n'est pas encore avec nous, mais en tout cas, on va essayer de synthétiser quelque part ce qui a été dit aujourd'hui et la portée d'abord, la motivation de ce rendez-vous. Pourquoi ce webinaire sur le thème « Les défis des SPE à l'heure de l'accélération de la transformation numérique ». C'est un rendez-vous qui était essentiel et ces services publics de l'emploi qui observent au quotidien des changements fonciers, techniques et technologiques dans les processus, mais les processus au service du fonctionnement global. Ce n'est pas la digitalisation n'est pas un caprice, c'est un impératif et la technologie en fait pour optimiser les ressources, les leviers pour de meilleurs services. Tout à l'heure, par exemple en Tunisie, vous avez soulevé un point qui était intéressant. On parlait de digitalisation d'un côté et de qualité d'accueil de l'autre. Et la digitalisation permet déjà de décongestionner les points d'accueil et donc avec les mêmes ressources humaines, avec les mêmes ressources logistiques, on fournit de meilleurs services d'écoute et d'accompagnement. Donc finalement, la digitalisation n'est pas propre aux ordinateurs qu'on a devant nous, mais transparaît et rayonne dans l'intégralité des services et autres offres que présenterait l'ANETI ou autres services publics de l'emploi. Donc aujourd'hui, les problématiques de l'emploi, c'est le réceptacle de l'intégralité des soucis et qui doit traiter et l'éducation et l'économie et tous les aspects. Donc c'est pour ça que l'efficacité et l'efficience est une condition sine qua non. Donc les data convergent vers la question de l'emploi et aujourd'hui la notion de flexibilité, d'agilité et d'impact
est véritablement fondamentale, et c'est pour ça qu'on avait soulevé le point tout à l'heure de cette évolution perpétuelle et non pas ponctuelle, hein. Donc cet investissement continu, et bien évidemment on parlait de changement systémique et foncier, un mindset à changer au-delà des outils et de la technologie sur laquelle on peut s'appuyer. Donc la responsabilisation également de l'usager ne doit pas se traduire par la déresponsabilisation de l'opérateur public, à l'instar de l'ANETI, pour gagner en efficacité, en qualité et en mesures salvatrices. On revient avec une nouvelle tentative en espérant retrouver justement notre cher président de l'AMCEP et directeur général de l'ANAPEC, M. Abdelmoumen El Madani. Bonjour et bienvenue. Bonjour, j'espère que vous m'entendez. Bonjour. Bonjour, est-ce que vous pouvez me faire signe si vous me recevez? On vous entend très bien, Monsieur El Madani. Justement, on vous entend très bien, et on va essayer avec vous justement de synthétiser tout ce qui a été dit, surtout clore de la plus belle des manières cette séance et ce webinaire, l'initiative de l'Agence nationale pour l'emploi et le travail indépendant, l'ANETI, avec la coopération de l'Association mondiale des services d'emploi public que vous représentez aujourd'hui. Le combat est le même, le combat est universel, justement pour une dignité humaine, pour plus d'efficacité, pour de meilleurs services rendus, et vous portez l'étendard justement de ces services aujourd'hui. Donc on vous entend très bien. À vous la parole pour le discours de clôture. Allez-y. Tout d'abord, au nom de notre association, je tiens à remercier l'ANETI, en sa tête, Madame le directeur général de l'ANETI. Je vous remercie pour avoir pris l'initiative de porter cet événement fort enrichissant sur une thématique qui est à l'ordre du jour. Tout le monde parle du digital, et nous, les services publics de l'emploi, puisque nous sommes au milieu de deux composantes essentielles du marché de l'emploi, les chercheurs de l'emploi d'un côté et les utilisateurs des ressources humaines d'un autre côté, c'est-à-dire les entreprises. Et les deux sont dans une situation qui fait qu'aujourd'hui, sous la pression, bien entendu, de cette crise de laquelle on n'est pas encore sorti, malheureusement, mais le monde est en train de bouger pour sortir. Nous espérons que cette sortie soit finalisée totalement le plus tôt possible. Cette crise a donné plus de valeur au digital, oui, il faut le reconnaître. L'humanité a été condamnée à observer de la distanciation, à éviter les contacts. Et lorsque le contact direct n'est plus possible, le contact par le biais du digital s'avère être l'alternative la plus convenable. Et le cœur même de notre métier, nous, les services publics de l'emploi, c'est l'intermédiation. Et l'intermédiation, pas n'importe laquelle, c'est de l'intermédiation publique, c'est de l'intermédiation active sur le marché de l'emploi, c'est l'accompagnement des chercheurs de l'emploi pour une meilleure insertion économique par l'emploi ou par l'entrepreneuriat. Nos exercices, nos actions qui ont le caractère public, on ne peut pas les imaginer se dérouler sans une présence palpable des composantes de l'opération de notre intervention. Donc, si pour le monde entier, la digitalisation s'est avérée comme une alternative à certains processus opérationnels, pour le cas des services publics de l'emploi, justement, ça s'est présenté comme un plus qui devait s'ajouter aux forces qui sont celles des services publics de l'emploi partout dans le monde.
Donc, l'option des services publics de l'emploi pour une digitalisation, pour une mise à niveau de leur système d'information, pour leur transformation digitale, n'était pas une option de table rase sur l'existant et sur le capital d'expertise et des dispositifs opérationnels qui étaient sur place, mais la digitalisation est un élément de capitalisation sur toutes les capacités dont ont fait preuve les services publics de l'emploi dans le cadre de l'acquittement et de leurs prérogatives. Cette situation nous a permis également de nous rendre compte que certaines choses qu'on tenait à faire directement en présentiel peuvent être faites autrement, avec autant d'efficacité et permettant même parfois d'atteindre et de réaliser, de concrétiser certaines qualités qu'on veut qu'elles soient les qualités des services publics de l'emploi. Nous sommes tous conscients que les SPE sont par essence des services publics et un service public digne de ce qualificatif de public, il doit avoir des ambitions d'universalité de son action. Et si on ne peut pas atteindre cet objectif d'universalité directement, eh bien, l'outil digital, il peut faciliter la tendance vers cet objectif d'universalité. Il en est de même pour l'objectif de proximité. Un service public ne peut être considéré comme un service public s'il ne s'exerce pas dans la proximité de ses usagers. Et justement, une proximité physique s'avère coûteuse, on en est conscient, notamment dans les pays de notre région, la Tunisie, le Maroc, et tous les pays de la région. La mobilisation de ressources humaines dans le cadre de l'action publique n'est pas toujours jouable et faisable. Le coût du service public devrait être maîtrisé également en ce temps de morosité des finances publiques partout dans le monde et notamment dans notre région. Donc, le digital s'avère être vraiment une solution à tout ça. Il en est de même également pour le caractère central d'un service public de l'emploi, c'est l'inclusivité. Un service public de l'emploi, il est là pour avoir les bras ouverts et pour être inclusif de toutes les catégories, être inclusif de tous les territoires. Et ça, bien sûr, dans nos pratiques usuelles, il s'avérait que cet objectif, parfois, on était mal vu par notre entourage et nos environnements, puisqu'on n'était pas vraiment inclusif, puisqu'on n'arrivait pas au fin fond des territoires. Et les problématiques que nous sommes censés prendre en charge sont bien ancrées dans le territoire. Donc, le digital, tout à fait, est un outil qui ne peut être que efficace pour justement réaliser des caractères, des fondamentaux de notre identité professionnelle en tant que service public de l'emploi. De l'autre côté, les usagers du service public de l'emploi, à savoir les employeurs et les chercheurs de l'emploi, surtout les entreprises, les employeurs, de là où vient l'offre d'emploi, ils sont en train de vivre des grandes mutations où la composante digitale commence à influencer la manière de dérouler la contribution des ressources humaines à l'opération de production. Et donc, nous devons avoir présent dans notre manière de faire et au niveau des mesures actives que nous gérons tous pour le compte de nos gouvernements, l'importance et la place du digital dans les processus de production auprès des opérateurs économiques. Donc, même le contenu de nos prestations devrait être revisité. Donc, une des évidences du moment aujourd'hui, c'est l'importance et la priorité à un repositionnement de la digitalisation au sein de nos priorités, des priorités de nos évolutions, les priorités de nos mises à niveau et de nos visions stratégiques en général.
À ce titre, je félicite bien sûr l'ANITI pour toutes les innovations qu'elle ne cesse d'apporter et les expériences qui ont été partagées avec nous aujourd'hui témoignent de la vivacité de ce service public de l'emploi de notre région. Et comme vous le savez, notre association est là pour mission essentielle de permettre et de rendre facile l'échange des expériences pour qu'on puisse capitaliser les uns les autres et pourquoi pas élaborer ensemble des issues à certaines difficultés que nous confrontons tous, quelle que soit la région à laquelle nous appartenons. Donc, ça a été un événement très fructueux. Je félicite tous les intervenants. Je félicite notre secrétariat à Bruxelles, notre secrétaire exécutive et l'équipe qui est avec elle d'avoir rendu possible cet événement en ce temps qui est encore compliqué, en attendant qu'on puisse avoir droit à un contact direct. On est tous assoiffés de nous rencontrer entre amis et collègues comme on avait toujours l'habitude de nous voir. Madame la directrice générale de l'ANITI, on n'a pas encore eu l'honneur de la rencontrer directement. J'espère qu'on va avoir cet honneur le plus tôt possible. En guise de conclusion et de ce que j'ai pu retenir comme élément, c'est que l'ensemble des interventions qui ont été présentées au cours de ce webinaire ont été riches d'expérience et d'informations. Nos membres, les services publics de l'emploi, doivent orienter leurs réflexions, quel que soit aujourd'hui le niveau de maturité technologique. C'est vrai, et c'est une des choses que nous a appris cette crise, c'est que le monde n'est pas sur le même pied d'égalité en termes de maîtrise de l'instrument technologique et de l'IT. Et bien sûr, nous, les services publics de l'emploi, membres de l'AMCEP, nous ne sommes que le miroir de la réalité du monde et les disparités que nous observons au niveau des économies des différents pays, bien sûr, on va les retrouver au niveau des services publics d'emploi. Donc, quels que soient les niveaux de maturité technologique de nos organisations, nous sommes aujourd'hui à des degrés divers, mais engagés dans ce mouvement de transformation numérique. Au moins, on est sur le même pied d'égalité là-dessus. Et de tous les événements qui ont eu lieu depuis le confinement, depuis le début de cette pandémie, tous les participants ont été unanimes et ont exprimé leur engagement pour lever ces défis de la transformation digitale des services publics de l'emploi. C'est un mouvement qui est accéléré par les effets de la pandémie, comme j'ai dit tout à l'heure, mais ça nous permet, si cela était encore nécessaire, de démontrer les forces et les capacités des services publics de l'emploi. C'est des services qui ont fait preuve auprès de leur gouvernement dans leur pays respectifs que les services publics de l'emploi ont cette qualité, et peut-être c'est le propre de tous les métiers d'intermédiation, d'une capacité d'adaptation et d'une vraie agilité. Un intermédiaire qui n'a pas l'agilité, il va être dépassé par ses clients, qu'il soit dans le milieu, sur le marché du travail ou dans le marché de l'immobilier ou quel que soit le marché où il se situe l'opérateur intermédiaire. S'il ne suit pas la cadence des composantes du marché où il opère, il va être laissé à la traîne et donc l'utilité de son existence sera remise en cause. Pour ma part, je retiens 4 premiers défis majeurs pour nos services publics de l'emploi dès aujourd'hui et nous devons nous préparer pour les relever. Le premier défi, c'est celui de la confiance. C'est notre devise essentielle. Le service, qu'il soit délivré en présentiel ou à distance, ou par le biais de l'automate, lorsqu'il est fait usage de l'intelligence artificielle, big data, et où l'intervention humaine est réduite à des marges très réduites, la confiance devrait rester là et il y va du mérite et de la légitimité d'existence de l'intermédiaire. Un intermédiaire à qui on ne fait pas confiance, il n'a pas raison d'exister. Donc,
ça va de notre mérite d'être là. Donc, j'insiste beaucoup en tant que porte-parole de l'Association mondiale des services publics, c'est de veiller à consolider cette confiance et ne pas laisser à la machine la moindre marge pour faire oublier les usagers des services publics de l'emploi que derrière, il y a des fonctionnaires, il y a des opérateurs publics, il y a des ingénieurs de l'action publique que nous sommes tous, nous et nos collègues, et de là, la confiance en nous devrait être bien construite, bien consolidée, bien préservée. Le SPE doit faire preuve de transparence, c'est de là où vient la confiance. Donc la transparence, elle est également notre devise centrale dans les pratiques, dans les process et surtout par rapport à l'utilisation des données qui nous sont confiées. Ce sont des données personnelles, ce sont des données d'êtres humains qui souvent ils sont en situation de détresse suite à la perte d'emploi ou suite à la présence pour les novices, pour les primo-chercheurs de l'emploi. Les premières actions de recherche d'emploi sont des périodes de difficultés psychologiques, de difficultés de positionnement dans la société. Donc, ce sont des données qui doivent être abordées et traitées et conservées avec cette considération que derrière, il y a un être humain et pas n'importe. C'est des êtres humains qui sont en détresse. Il doit apparaître clairement que nous sommes essentiellement orientés, bien sûr, orientés vers le renforcement des services pour nos usagers ou nos clients. Il ne faut pas que l'outil informatique soit perçu par nos usagers comme étant un instrument de nous en débarrasser. L'usager, s'il a le sentiment qu'on le renvoie vers une machine parce qu'on ne veut pas le prendre en charge, ça également, c'est un compromis qu'il faudrait chercher. Donc, le digital, pour nous, les services publics de l'emploi, ce n'est pas un choix de facilitation du travail, mais c'est plutôt une voie de recherche de mieux faire et de faire plus. Le second défi est celui des compétences. Le cœur des compétences des conseillers, de nos collègues de tous les services publics de l'emploi, ce n'est pas leur maîtrise de l'outil digital, mais c'est leur capacité à aborder et à approcher des êtres humains qui présentent des particularités, qu'on le veuille ou non. Donc, c'est un défi de poursuivre la culturation et le développement des compétences par rapport au cœur de nos métiers, mais également par rapport aux transformations de nos services. Et surtout de la notion de la relation avec les usagers. Nos usagers sont la raison de notre exister. Comme disent les commerciaux, le client est roi. Et moi, je dirais, nos usagers sont nos patrons. Et en aucun cas, la digitalisation ne puisse venir altérer la qualité de notre relation avec nos usagers. Donc, percevoir bien sûr leurs besoins, comprendre leurs exigences. Si la machine ne peut pas traduire la nature de l'exigence, eh bien, l'être humain, il devrait être là à l'interface, pas l'interface de la machine, mais être le réceptacle, soit du produit de la machine, soit à l'entrée de l'information vers la machine. Ça doit passer par la considération et le sentiment humain pour faire de ces solutions technologiques à chaque fois une opportunité pour élargir et approfondir notre champ d'action. Et justement, c'est le cas, en tout cas pour nous, à l'ANAPEC au Maroc. Notre directive était de profiter de la digitalisation pour augmenter la surface de notre offre de prestations et pas pour transformer la même consistance de prestations. Puisque j'ai le digital, donc je dois faire plus au lieu de faire ce que je faisais, mais d'une manière digitalisée pour me reposer davantage. Ça, c'est un flou auquel peut prêter la transformation digitale. Moi, je sais que tout le monde en est conscient, mais c'est juste pour rappeler, parce que nous, à l'association, on est censé être gardiens des fondamentaux sur lesquels ils sont portés nos missions partout dans les pays respectifs membres de notre association. Nous le voyons également à travers les témoignages dont nos SPE, les conseillers restent et resteront au cœur de nos organisations, donc nos collègues
Nous sommes des intermédiaires sur des métiers qui s'adressent à l'être humain et notre instrument d'intervention essentiel et primordial, c'est le conseiller, c'est l'expert en entrepreneuriat, en insertion par le salariat. Donc, il doit rester dans le cœur de notre machine de production. Qui, bien sûr, en plus de sa mission d'être à l'écoute des entreprises et de répondre à leurs attentes et à leurs désirata en matière des ressources humaines, notre mission de base qui nous est insignée par nos gouvernements, c'est de contribuer à la limitation, à la lutte contre le chômage. Et donc, c'est attendu que nos équipes soient bien mobilisées autour de ça et d'assumer en premier lieu cette mission si noble et si humaine. Et il convient donc encore plus aujourd'hui qu'auparavant d'accompagner le développement des compétences de nos collègues, la communauté des intermédiaires, la communauté des services publics de l'emploi devrait être reconnue partout dans le monde par cette reconnaissance d'expertise. Et donc, nous faisons et nous continuerons à faire, chacun dans son agence, dans son service public de l'emploi, la mise à niveau des capacités de nos collègues, une des priorités de notre développement, bien sûr, en nous servant, nous aussi, du multicanal et de l'outil digital. Nous, à l'ANAPEC, par exemple, on a acquis un instrument qui va nous permettre du e-learning en interne, puisque le e-learning aujourd'hui, c'est un canal de prestation de services à nos usagers, mais on devrait nous en servir déjà nous-mêmes en interne. Le troisième défi est celui de la qualité de nos données, puisque nous évoluons vers de l'intelligence artificielle, vers du big data. Donc, la pertinence de la donnée, la véracité de la donnée, les non-doublons, l'image fidèle de la réalité par la donnée est d'une importance capitale beaucoup plus aujourd'hui qu'auparavant. Cela s'appuie en partie sur le premier qui est la confiance pour pouvoir obtenir, mais également en tout premier lieu, la fiabilisation de ces données. Le quatrième défi, c'est, comme l'a indiqué Madame Avila de l'OIT, c'est l'adoption de la technologie doit être alignée sur la stratégie globale. Ce n'est pas la technologie qui doit définir qui va définir nos stratégies, mais plutôt l'inverse. Voilà donc quelques éléments de prudence que je tenais à exprimer. Je réitère mes félicitations et mes remerciements à tous les intervenants et je réitère mes remerciements à l'ANITI, à toute l'équipe de l'ANITI, à Madame la directrice générale, à toute l'équipe du secrétariat exécutif, des experts qui modérateurs et j'espère nous voir très prochainement dans une prochaine activité. Mes salutations à tout le monde et à très bientôt. Merci beaucoup, Monsieur Abdelmoumen El Madeni, président de l'AMSEP et directeur général de l'ANAPEC. Merci pour ces éclairages, merci pour ce regard porté et surtout cet appel d'amitié, cette invitation ouverte pour justement contourner le digital pour une fois qu'on est en train de prêcher, mais en même temps, les rencontres entre les différents acteurs des services publics de l'emploi est essentielle et fondamentale pour une meilleure coopération, une meilleure collaboration et comme vous l'avez souligné, cette mise à niveau elle s'inscrit plus dans la consolidation, dans la capitalisation et on ne peut que saluer cela. Donc voilà, les défis des SPE à l'heure de l'accélération de la transformation numérique a vécu ce webinaire organisé par l'Agence nationale pour l'emploi et le travail indépendant, l'ANITI avec l'Association mondiale des services d'emploi public. J'espère que ça a été enrichissant, fructueux, salvateur sur certains aspects et que ça a apporté un complément d'information et des éclairages importants pour tous les acteurs, tous les maillons de la chaîne que l'on souhaite
vertueuse. Merci encore une fois d'avoir été des nôtres. On espère vous retrouver très prochainement. Un grand salut à tous les techniciens, à toute l'équipe qui a permis justement la mise en place de ce webinaire et son déroulement comme cela a été le cas. Un grand merci également et toute la gratitude et la reconnaissance à l'intégralité des intervenants qui ont été aux quatre coins de la planète, mais c'est aussi cela, la magie de la technologie. Au revoir et à très bientôt.